Très heureux d'être ici dans Lyon avec vous. Des scientifiques, des prospectivistes, des sociologues, des journalistes évidemment vous parlent depuis longtemps déjà de ce qu'on appelle la révolution numérique ou la révolution digitale, que certains comparent à la révolution de l'imprimerie, de la machine à vapeur, du moteur à explosion, de l'électricité, de la télévision. C'est vrai, ils ont raison. C'est plus qu'une révolution, c'est comme le dit Michel Serres, notre grand philosophe français, un changement de monde. Et ce changement de monde, il faut le comprendre, parce qu'il a un impact sur notre vie en société, l'impact du numérique sur la vie sociale, politique, économique, industrielle, éducative, loisirs, commerce. Tous les secteurs de l'activité de la société sont touchés par le numérique, ce qu'on appelle en français le numérique, le digital. Donc tous ces secteurs sont concernés. Et au cœur de ces secteurs se trouve quoi? L'entreprise. Ça a l'air très loin, mais c'est tout près, 2030. Nous sommes dans une évolution exponentielle. Exponentielle, ce n'est pas linéaire. Ça ne veut pas dire que ce qui s'est passé pendant 10 ans, et dans 20 ans ou dans 30 ans, va continuer à se passer comme ça. Pas du tout. Il y a une accélération, et vous connaissez les exponentielles, ce sont ces courbes qui remontent extrêmement vite. Donc il faut intégrer cette croissance exponentielle. Si j'ai mis un surfeur sur cette image, c'est parce que le surfeur, il est obligé constamment d'être en déséquilibre contrôlé. Le surfeur ou la surfeuse doit avoir une information multidimensionnelle en temps réel de son environnement. Je dis bien multidimensionnelle et en temps réel de son environnement. Comme le chef d'entreprise ou la manageuse moderne, pour pouvoir surfer la vie, surfer dans son entreprise, emmener les gens où on voudrait les emmener, il faut avoir une information multidimensionnelle dans un environnement qui est lui-même en accélération exponentielle. Donc le patron d'entreprise, le manager, la manageuse, si vous permettez cette expression, doivent être en déséquilibre contrôlé. L'important, c'est d'avoir une ligne, de la tenir, et surtout, en politique, comme dans l'entreprise, de corriger les écarts à l'équilibre. L'an 2000, c'était il y a 15 ans, comme moi ce que je vous propose, l'entreprise de 2030, il y a 16 ans. Eh bien, en l'an 2000, l'iPad et l'iPhone que vous utilisez n'existaient même pas. Google avait 1 an. Je vais même vous dire une chose qui va peut-être choquer certains d'entre vous. Oubliez Internet, c'est derrière nous. Ah zut, je vais m'y mettre. Si je dis que c'est derrière nous, c'est parce qu'Internet s'est intégré comme système de communication dans un écosystème numérique. Un écosystème, il est fait d'éléments en interdépendance, en interrelation les uns avec les autres, et donc Internet s'intègre dans cet écosystème numérique, comme la voiture connectée, comme la télévision connectée. Tout ça, c'est un écosystème, et nous faisons maintenant partie d'un écosystème numérique, ce qui change non seulement nos communications, mais la relation entre nous. On a l'habitude de penser que l'énergétique domine notre vie avec le nucléaire et avec les combustibles fossiles jusqu'au compteur de notre maison. Et on est passif. En fait, on va à la pompe, on remplit le réservoir de voiture, on paye, on ne peut rien faire. On ne peut pas agir sur notre environnement énergétique. Il n'y a pas de démocratie énergétique. Or, le numérique est en train de tout changer. Le numérique favorise ce qu'on appelle le mix énergétique, que des énergies renouvelables puissent être combinées entre elles et distribuées grâce à une grille intelligente dans laquelle la France a eu un avantage dans le monde et continue à l'avoir, qu'on appelle en anglais une smart grid. C'est ce qu'on pourrait appeler la coproduction industrielle grâce au numérique. Les imprimantes 3D ou la production additive permet à des micro-entreprises de se réunir, de se coordonner entre elles, de travailler avec des plateformes elles-mêmes en relation avec l'offre et la demande. Et donc se crée tout un nouveau secteur industriel qu'on appelle déjà l'industrie 4.0, même 5.0, qui va du bas vers le haut plutôt que d'énormes industries centralisées qui distribuent leurs produits du haut vers le bas. Je ne dis pas que ces micro-entreprises coordonnées entre elles et produisant toutes sortes d'objets, tout type de matériaux, vont remplacer l'industrie classique. Je dis simplement que même l'industrie classique est en train de tenir compte de ces MUP, de ces micro-usines personnalisées pour produire toute une série de substances et de pièces dans tous les matériaux possibles. Et tout ceci à une vitesse qui s'accroît et à des prix qui se réduisent. Le 4e grand secteur, c'est celui de la santé. Le numérique va avoir un impact encore plus important que maintenant sur la santé. L'entreprise pharmaceutique s'y intéresse énormément, l'industrie agroalimentaire aussi. Parce que grâce au numérique, on peut mesurer sur soi toute une série d'éléments avec des capteurs de l'évolution de notre santé.
pas seulement les battements de cœur quand on fait son jogging, mais des éléments intégrés entre eux dans ce que j'appelle des tableaux de bord santé personnalisés, qui sont en train de se développer de plus en plus en France et dans le monde. Grâce à cela, écoutez bien ce mot, la prévention quantifiable devient possible. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pendant longtemps, on a dit la prévention, c'est fondamental pour préserver sa santé. Et l'industrie pharmaceutique nous a dit, ça ne m'intéresse pas. Je ne fais pas de profit sur la prévention. Si je dis aux gens qu'il faut mettre du son dans leur petit déjeuner le matin pour réduire le cancer du côlon, ça me rapporte quoi? Mais maintenant, grâce à une science qui s'appelle l'épigénétique, et grâce aux outils métables, les biocapteurs qui mesurent, on peut faire de la prévention quantifiable. Être le manager de sa propre santé en relation avec une entreprise pharmaceutique qui devient beaucoup plus conseiller de santé avec un abonnement pour la durée de vie que les médicaments qu'on achète en pharmacie. Et donc le numérique a un impact considérable sur l'industrie de la santé et sur l'industrie agroalimentaire. Et enfin, ce que vous voyez en bas, c'est la fusion du corps avec l'écosystème numérique dont je vous ai parlé. De plus en plus, on va avoir des objets métables de communication, et pas seulement des objets portables, comme un smartphone. Il n'y a pas que le numérique. Il y a aussi le biologique, le cerveau, qui est impacté par la révolution scientifique que nous vivons. C'est ce qu'on appelle, en abrégé, la révolution NBIC. N pour nanotechnologie, B pour biotechnologie, I pour sciences de l'information, et C pour les sciences cognitives. Il y a une interdépendance et une interconnexion entre les nanotechnologies, les sciences du cerveau, entre les sciences du cerveau et les sciences cognitives, et tout ceci a un impact aussi grâce au numérique, de plus en plus, les uns sur les autres. Donc, considérez une évolution systémique, une évolution globale, une évolution accélérée, exponentielle, et pas seulement une évolution d'un produit ou d'un service par rapport à un autre. Et là, on se concentre trop souvent sur l'innovation d'un produit ou l'innovation d'un service. Regardez la personne, le monsieur numéro 1, il portait sur lui, il y a 20 ans, 30 ans, 10 ans, une montre sur son poignet, qu'on a encore toujours, un portefeuille dans sa poche, un porte-monnaie, peut-être une boussole. Donc c'est des objets physiques qu'on portait sur nous. Vous voyez la dame du point numéro 2, elle a un personal web, c'est-à-dire une toile d'araignée, un réseau personnel, grâce aux outils qu'elle porte sur elle et qui communiquent entre elles, dans son sac ou avec la clé qui lui permet de rentrer chez elle, avec le digicode qu'elle possède. Et donc elle est la tête d'une sorte de mini-internet sur elle. Et l'autre dame que vous voyez là, sur le point 3, elle est en contact avec un environnement intelligent. Vous voyez tous les cercles qu'il y a autour d'elle. Elle peut communiquer avec une voiture. Elle est en contact avec la maison. Et retenez bien ce point important, c'est que ces smartphones que nous avons dans nos poches, qui sont ce qu'on appelait jadis les PC, les personal computers, 100 000 fois plus puissants que ceux qui ont permis d'envoyer un homme sur la Lune, sont dans notre poche. Et bien, ces PC, ces smartphones, sont aussi des télécommandes, nous permettent de cliquer dans l'environnement, de cliquer sur le tableau de bord d'une voiture, de cliquer dans notre maison et de commander à distance avec cette télécommande universelle que nous portons sur nous. Donc voilà, on est au cœur d'une intégration symbiotique et on le sera de plus en plus en 2030 dans ce que l'on appelle la ville intelligente, la maison intelligente, la voiture intelligente, connectée à la grille intelligente. Donc tous ces mots intelligents, ça ne veut pas dire que ces objets sont plus intelligents que nous. On entend le smart partout, smart city, smart house, smart car, smartphone, je viens de le dire. En fait, moi je préfère réserver l'intelligence à l'humain, parce que dans l'humain, il y a de l'émotion, il y a des symboles, il y a de la sensibilité que les machines n'ont pas. Et donc, tout simplement pour moi, ce qui est, entre guillemets, smart, c'est ce qui est interactif, proactif et télécontrôlable. Donc, interactif, proactif, télécontrôlable, on peut dire que c'est smart. Ça répond à ce que vous souhaitez, c'est intelligent. Mais n'attachons pas trop d'importance à ce mot d'intelligence. Donc voilà pour l'environnement qui est en train de se concevoir et se construire de ce qui est et de ce qui va être l'entreprise de 2030. Je dois en dire maintenant un mot de ceux que j'appelle les disrupteurs, c'est-à-dire ceux qui changent les choses, ceux qui font bouger les entreprises, ceux qui font bouger notre environnement social, économique et même politique. Qui sont-ils ? Beaucoup d'entre eux
sont ce qu'on appelle maintenant les millennials, c'est-à-dire qu'il y avait entre 5 et 10 ans au tournant de l'an 2000, donc calculé qu'à l'âge ils ont 25-30 ans. Mais il y a des millennials de plus de 30 ans, 35 jusqu'à 40, qui ont créé des entreprises qui sont des entreprises disruptives. Ils constituent une fine couche structurelle et numérique qui réside au-dessus d'énormes systèmes de distribution où se trouvent les coûts et qui réagissent avec une multitude de personnes, nous, où se trouve l'argent. Et donc il faut retenir ce modèle. La question, c'est pas que ça existe, on le sait, il faut éviter de se faire ubériser. Mais comment ils font? Comment ils s'interfacent avec nous? Et qui nous proposent des services beaucoup plus pratiques, plus agréables, plus rapides et moins coûteux souvent que les autres traditionnels. Eh bien, ils le font parce qu'ils utilisent deux choses, des mots à retenir, des plateformes, qui sont des systèmes de distribution d'intelligence collective dans toutes les directions et qui font participer un très grand nombre de personnes, et des algorithmes, ce mot est peut-être un peu compliqué, mais dites-vous que ce sont des logiciels adaptés à mettre en relation l'offre et la demande. Ces entreprises, comme par exemple Uber, qui est la plus grande entreprise de taxi au monde, ne possèdent aucun véhicule. Ils n'ont pas d'investissement en capital dans les véhicules. Facebook, le propriétaire de médias le plus populaire du monde, ne crée aucun contenu. Je pourrais dire la même chose de YouTube, qui est la télévision, entre guillemets, la plus regardée dans le monde, des milliards de fois par jour, et des millions de fois par heure. Alibaba, chinois, qui est la plus grande entreprise de e-commerce du monde, n'a aucun stock. Airbnb, le plus grand fournisseur d'hébergement du monde, ne possède aucun immeuble. Tout ça pour vous dire qu'ils se sont glissés dans les interstices de plusieurs systèmes et sans avoir à investir des sommes importantes, ils utilisent les trous du système pour mettre en relation la fois la demande. Avec, malgré tout, des défauts énormes qui sont l'utilisation des gens qui ne bénéficient d'aucun droit sociaux, genre de droit à la retraite, d'assurance sécurité sociale, etc. Aucun droit. Donc le système est à revoir complètement et beaucoup s'en préoccupent dans le monde en ce moment. Tous les secteurs sont impactés par cette ubérisation. Attention, vous, entreprise, de ne pas vous faire ubériser. Si vous êtes des startups ou des PME et que vous êtes prudent, vous ne risquez pas trop. Mais si vous êtes déjà des grosses entreprises bien implantées de manière verticale et très hiérarchique dans vos secteurs, attention à l'ubérisation, elle vous guette. Et ceux qui vous guettent, ce sont ceux-là. C'est-à-dire des gens qui court-circuitent, comme je l'ai dit, désintermédient les systèmes classiques pour vous toucher vous directement avec des choses dont vous avez envie vite. Vous ne voulez pas attendre trop longtemps et vous voulez être au meilleur prix. Mais attention, ces GAFA et ces NATU se transforment en ce que j'appelle des entreprises États. Nous sommes des États-nations, avec une pyramide politique, au sommet le président ou le Premier ministre, et en dessous les électeurs et les votants qui essayent d'élire les personnes qui souhaitent pour les représenter. Mais notre système pyramidal ne peut pas lutter contre ces entreprises-États dont la capitalisation boursière, dont le cash leur permet de pouvoir racheter pour certains d'entre eux l'industrie automobile française s'ils le souhaitent, ou Air France. Donc ces entreprises-États sont concurrentes des États-nations, ils travaillent dans des pays du monde entier, et donc ce sont des véritables monopoles qui sont en train de se créer, en train de se constituer. Et ces monopoles, il va falloir que nous arrivions à rééquilibrer leur pouvoir. Je dis bien rééquilibrer leur pouvoir. Pas lutter totalement contre eux, puisque nous en avons besoin. Qu'est-ce que nous ferions sans le moteur de recherche de Google? Il est essentiel à notre vie personnelle et professionnelle. Chaque fois que je vais sur Amazon acheter un livre, ils me disent, Monsieur de René, le livre que vous avez acheté la dernière fois, les personnes qui ont acheté ce livre ont également acheté tel livre. Évidemment, c'est une partie de ma vie privée qu'ils connaissent. Mais en même temps, il y a du win-win. Nous, on est des pronétaires, pour et sur le net, pronétaires de tous les pays, unissez-vous, et eux nous utilisent comme des esclaves pour produire de la valeur ajoutée chez eux, qui revendent ensuite très cher à d'autres gens. Comment? Parce que tout ce qu'on laisse chez eux, ça s'appelle du big data, en anglais big data. Qui veut dire que quand vous allez sur Amazon acheter un livre, quand vous allez sur Facebook poster une photo ou avoir un nouvel ami, ou sur Google chercher quelque chose, toutes
ces informations constituent une énorme base de données. Et grâce à des logiciels experts, qu'on appelle aussi l'intelligence artificielle, sont capables d'aller chercher dans cette base de données des informations pour vous profiler, c'est le terme anglo-saxon, to profile you, c'est-à-dire vous personnaliser, pour vous vendre des produits encore plus personnalisés. Parce que vous créez de la valeur ajoutée chez eux et eux ont besoin de vous. Ils ne peuvent pas se passer de vous. Et nous, malheureusement, aussi, on ne peut pas se passer d'eux. Il faut considérer ça comme du win-win. Et notre possibilité de résistance, en tant que pronétaire, c'est la co-régulation citoyenne participative. Ça veut dire que nous, avec les réseaux sociaux, on est aussi un pouvoir. On a de l'empowerment, comme le disait notre colloque de la Cité des Sciences du 2 juin, que je vous recommande d'aller voir, et tout le replay est sur Internet, forumchangerdair.fr. Le thème, c'était l'empowerment. Comment nous, à l'ère des réseaux sociaux, on peut, en tant que citoyen, avoir du pouvoir par rapport au pouvoir pyramidal de beaucoup d'entreprises, de beaucoup d'États, de beaucoup de politiques dans le monde. Comment on peut partager le pouvoir et être utile aussi à ceux qui ont le pouvoir vertical et centralisé. Donc il faut une stratégie citoyenne, je viens de dire, mais aussi une stratégie d'entreprise pour viser 2030. Et là, je ne fais qu'évoquer quelques grandes lignes qu'on reprendra sûrement dans la table ronde tout à l'heure, puisque les acteurs de ce changement sont là. C'est que cette stratégie nécessite d'abord de transformer son entreprise en entreprise digitale du haut vers le bas, de fond en comble et totalement. Je connais des entreprises qui disent « Ah, moi je suis digital, j'ai un site internet ». Ou d'autres qui me disent « Ah, mais non, mais moi je suis numérisé, je compte le nombre de likes sur mon site Facebook ». Attendez, on est complètement à côté de la plaque. Une entreprise numérique, c'est une entreprise qui, de haut en bas, de bas en haut, de droite à gauche, vis-à-vis des clients, vis-à-vis de sa formation interne, vis-à-vis des outils de management qui permettent aux gens de communiquer entre eux, utilise le numérique toutes les secondes de sa vie d'entreprise. Ça, c'est une entreprise digitale. Mais pour ça, il faut engager des gens capables de la faire marcher pour ça. C'est ce qu'on appelle aux États-Unis les CDO. Traduction, Chief Digital Officer. Que je propose de traduire en français par les directeurs de l'intégration numérique, les DIN, les DIN. Oubliez les DSI, excusez-moi les DSI qui sont dans la salle. Oubliez les DSI, c'est ringard. Les DIN, c'est les directeurs de l'intégration numérique, les CDO, Chief Digital Officer, dont on considère que le triangle CEO, Chief Executive Officer, CFO, Chief Financial Officer, et CDO sont les 3 armes de l'entreprise stratégique et digitale du futur. Donc voilà les stratégies à adopter. Les stratégies à adopter, c'est vis-à-vis des clients, c'est vis-à-vis des algorithmes de productivité, c'est vis-à-vis de la numérisation de tout ce que l'on peut numériser dans l'entreprise pour alléger son fonctionnement, réduire les coûts, favoriser la relation avec les clients. Donc tout ceci fait partie de la stratégie numérique pour 2030. C'est difficile, et vous le savez. C'est très difficile parce que les personnes plus âgées, les gens de 55-60 ans dans les entreprises, ont une vision très hiérarchique, assez pyramidale de l'entreprise, et on a plus de mal à changer dans sa tête, c'est-à-dire dans son mode d'opération, que dans sa capacité à intégrer des nouveaux outils ou des nouvelles pratiques. C'est difficile. Comment faire? J'utilise toujours, quand je donne des conseils aux grandes entreprises, de bien considérer ce que l'on appelle les rapports de force et les rapports de flux. Je m'explique. Notre société, grâce à la physique notamment, s'est fondée grâce à deux mots que vous connaissez bien. Ce sont les éléments et la force. Les éléments, ce sont les éléments chimiques, les atomes, les molécules, les éléments des clients dans un marché. Tout ça, ce sont des éléments séparés. Et des forces. La force physique, la force gravitationnelle, la force électrique, la force de potentiel. Éléments et forces. Qu'est-ce qui progressivement est en train, non pas de prendre la place, mais de se compléter à éléments et forces? C'est lien et flux. Le lien prend une importance considérable partout. Non seulement on parle du lien social, du lien humain, de recréer le lien Internet évidemment sur lequel on clique. Et le flux. Le flux, c'est un échange, comme vous le voyez sur les flèches bleues, symétrique. Je donne et je reçois. Les rapports de flux sont des rapports win-win, parce qu'ils permettent de savoir ce qu'on a donné et de savoir ce qu'on reçoit. Alors que dans le rapport de force, la flèche rouge que vous voyez, comme dans un bras de fer, tantôt l'un prend le dessus, tantôt l'autre doit le prendre, c'est discontinu. Nucléaire, combien de têtes nucléaires a tel pays, combien de têtes nucléaires a tel autre pays? C'est un rapport de force entre les syndicats et le patronat.
Personne ne croit l'autre, personne ne fait confiance à l'autre. Il faut que l'un fasse un pas, et si l'autre fait un pas, l'autre doit le faire aussi. Ce sont des rapports de force. Or, on ne peut plus fonder les entreprises digitales du futur et la politique, je le dis aussi pour les politiques qui sont dans cette salle, seulement sur des rapports de force. Ils sont importants et ils existent. Et dans le monde physique, en électricité, le rapport de force, c'est la différence de potentiel. Et le rapport de flux, c'est l'intensité du courant. Donc les deux existent. Donc je ne dis pas que les politiques doivent supprimer les rapports de force, ils sont essentiels, mais de plus en plus s'appuyer sur les rapports de flux, notamment grâce aux réseaux sociaux, notamment grâce au numérique, pour aider les gens à faire et faire faire, développer l'intelligence collective, plutôt que simplement donner des ordres et vérifier que ces ordres ont été exécutés, de réglementer, de contrôler, et voire de punir. Donc ces éléments s'appliquent à l'entreprise complètement. Vous voyez, les flèches d'en haut, les rapports de flux, plutôt qu'une entreprise rigide, pyramidale, avec des rapports de force. C'est ça qu'il faut faire changer grâce au numérique. Alors souvent, des grands chefs d'entreprise, que j'ai l'honneur et le plaisir de conseiller, me disent, Monsieur de René, j'ai compris les rapports de flux, les rapports de force, le digital dans mon entreprise, je sais à peu près comment faire, mais comment l'accélérer, comment aller plus vite? Et je leur dis, engagez des stagiaires de 20 ans, de 25 ans, garçons ou filles, qui ont la culture du numérique. Parce qu'ils viennent de cette génération du millénial, et dans l'écosystème numérique, ils savent trouver les gens, et ils savent trouver les outils. Maintenant, vous avez des milliards d'applis téléchargés sur les smartphones et sur les ordi tous les jours. Donc, cette génération-là, elle sait, dans l'écosystème numérique, trouver tout de suite les personnes et les outils dont on a besoin pour résoudre un certain nombre de problèmes. Donc, si vous voulez changer votre entreprise de l'intérieur, prenez des stagiaires de cet âge-là, ils feront plus en 3 mois ce que vos ingénieurs payés plus cher font en 3 ans. Et en plus que ces changements du rapport de force et du rapport de flux, l'entreprise devra se transformer de plus en plus en ce qu'on appelle une plateforme. Le terme n'est pas très bon, mais comme l'indique le schéma, vous pouvez le lire, une plateforme c'est un écosystème adaptable qui intègre rapidement des nouveaux produits et des nouveaux services grâce aux clients, les pronétaires, nous, dont j'ai parlé tout à l'heure, les prosumers, qui sont tous les participants à la vie de l'entreprise, les partenaires, les stakeholders, aux technologies numériques et aux bénéfices mutuels des acteurs. C'est le win-win. Ça, c'est une plateforme. Donc, voyons maintenant l'entreprise 2030. C'est en quelque sorte la fin du salariat traditionnel. La fin du salariat traditionnel, c'est-à-dire le contrat de travail qui fait que quelqu'un vend son temps contre de l'argent à une entreprise qui doit contrôler, grâce à des murs, l'entreprise c'est une boîte pour que les gens soient tous ensemble dans des endroits et des étages derrière des portes, de manière à ce qu'on puisse contrôler ce pourquoi ils sont payés est effectivement fait. Ça c'est la base du contrat de travail salarié. Mais de plus en plus de jeunes de la génération du millénium refusent cette hiérarchie. Ils veulent avoir un rôle et pas seulement un job. Ils veulent faire quelque chose entre eux, parfois beaucoup plus vite avec les outils dont ils disposent que ceux qu'on leur demande de faire en 6 mois ou en 1 an, ils le font en 1 semaine ou 2. Pourquoi on ne va pas plus vite? Donc, cette génération-là, elle est en train de conduire à progressivement la fin du salariat traditionnel. Déjà, aux États-Unis, et en 2020, encore plus, il y aura 50 millions d'indépendants. Ils sont déjà 35 à 38 millions aujourd'hui aux États-Unis. La croissance est de plus 27% des indépendants, alors que ça n'est que de 5,4% dans les contrats salariés à durée indéterminée. Donc déjà, vous voyez ce changement important. Ensuite, vous voyez là que ceux qui font ce travail indépendant, souvent en coopération les uns avec les autres, grâce à des outils extraordinaires qu'il y a aujourd'hui sur le net, 30% d'entre eux sont de la génération du millénium. 30% d'entre eux sont de la génération du millénium. 3% les baby boomers, 29% et seulement 8% des seniors. Leur nombre est passé donc de 1,9 million en 2011 à 5,35 millions en 2015. Et en France, nous sommes déjà 2,8 millions de travailleurs indépendants. Ce que l'on appelle, retenez ces noms, les slashers aux États-Unis, les freelancers, ou les gens qui travaillent en quelque sorte d'un travail après un autre travail, qui ne veulent pas une sorte de travail à vie dans une entreprise à vie avec un contrat à durée indéterminée, sont en train de changer complètement la donne. Alors, on peut se poser la question, comme le fait Michel Hervé, qui est à la fois un politique et un grand industriel,
est-ce qu'on ne va pas aller vers certaines entreprises qui seront des sortes de coopératives d'indépendants, où des gens ont une plus grande liberté de travail à l'intérieur qu'ils l'ont aujourd'hui dans la hiérarchie traditionnelle. Mais cette coopérative d'indépendants nécessite évidemment un management complètement différent. Imaginez, au lieu d'avoir des salariés sous contrat de travail, vous pouvez mettre dans leur dossier, leur reprocher un certain nombre de choses qui peuvent conduire à un licenciement. Chez Google, 20% du temps des salariés est consacré à faire ce qu'ils veulent. Ça s'appelle Blue Sky. Et Blue Sky, c'est 20% de leur temps, ils sont payés par l'entreprise, mais vous faites ce que vous voulez. Et c'est de ce Blue Sky qu'on sont sortis ce qu'on appelle chez eux des intrapreneurs, c'est-à-dire pas des gens qui sont sortis de Google pour créer des entreprises extérieures, des spin-offs, mais qui ont créé à l'intérieur Google Earth, qui ont créé Chrome, toute une série des 48 produits que Google propose aujourd'hui sur le marché. 90% d'entre eux sont sortis de ce travail, de ces travailleurs indépendants qui faisaient 20% de leur salaire à faire ce qu'ils voulaient, à avoir des idées et les échanger avec les autres à l'intérieur de l'entreprise, qui créent de véritables incubateurs d'entreprises à l'intérieur de l'entreprise. De plus en plus d'entreprises le font, et même des entreprises du CAC 40, dont j'en connais maintenant au moins 13 ou 14, qui font ça, qui ont créé des incubateurs d'entreprises et qui favorisent les intrapreneurs fondés sur les technologies du numérique. Donc le manager augmenté, que vous voyez là, un peu mythifié, il ne sera pas seulement augmenté avec des outils numériques. Et la culture numérique, ce n'est pas seulement de savoir utiliser un outil numérique verticalement, comme beaucoup de gens le croient dans l'entreprise. La culture numérique, c'est une culture transgénérationnelle. C'est une culture des interdépendances dans l'écosystème numérique. Mais ce manager ou cette manageuse seront augmentés grâce aux gens. Ils changent, et je vais vous dire les qualités nécessaires de ce manager, de cette manageuse augmentée. Je pense que si en 2030 et 2040, les comités exécutifs des entreprises n'auront pas au moins 50% de femmes dans leur comité exécutif, ils seront soit en voie de disparition, soit ils auront déjà disparu. Parce que les femmes ont une vision, elles apportent une vision complémentaire du management absolument nécessaire. Le très grand philosophe français André Comte-Sponville nous disait, et vous pouvez le voir sur le replay de forumchanger-d'air.fr, nous disait le 2 juin, que les hommes aiment le pouvoir sur. Ça leur fait plaisir, le pouvoir sur quelque chose, le pouvoir sur quelqu'un, le pouvoir de dominer. Le mot de Machiavel, libido dominandi. Le plaisir de dominer. Et André Comte-Sponville disait, les femmes, elles aiment et elles veulent le pouvoir d'eux. Pas le pouvoir sur, mais le pouvoir d'eux, le pouvoir de dire, le pouvoir de faire, le pouvoir de communiquer, le pouvoir de mettre les gens ensemble pour essayer de faire quelque chose ensemble. Donc il y a une grande différence entre le pouvoir sur et le pouvoir de. C'est pourquoi je pense que le manager et la manageuse, que je viens de nommer, de l'entreprise de 2030, qui se transformera progressivement, pour certaines d'entre elles, en des sortes de coopératives d'indépendants, à l'intérieur de laquelle les gens ont beaucoup plus de liberté que selon le système hiérarchique pyramidal traditionnel, l'entreprise libérée, comme on l'appelle souvent. C'est 1, le charisme, la capacité d'entraîner les gens avec vous. 2, c'est la vision. Voir loin, voir à long terme, pas seulement comme on dit, next quarter, et pour les politiques, prochaine élection. 3, avoir des valeurs. On n'ose plus parler des valeurs traditionnelles, et les politiques ne veulent plus, parce que parler des valeurs, c'est s'affaiblir sur le plan politique. On est plus faible si on parle de religion, si on parle de l'esprit, si on parle de l'empathie, si on parle de l'altruisme. Donc ce sont souvent mises de côté, on n'en parle pas trop. 4, l'écoute. Écoutez les gens. Ce sont les meilleurs capteurs d'informations dans l'entreprise. Et enfin, la confiance. Ce qui manque souvent, assez souvent en ce moment dans le monde politique, c'est la confiance des politiques traditionnelles vis-à-vis de la génération montante et d'écouter ce qu'ils ont à dire. Donc, charisme, vision, valeur, écoute et confiance sont les caractéristiques essentielles des managers de l'entreprise digitale de 2030. Comment ils vont manager? Voilà quelques exemples. Accompagner le pouvoir transversal et pas seulement le pouvoir pyramidal par l'intelligence collective, collaborative et collective. Manager par catalyse. Ce mot peut vous sembler un peu étrange, mais il est déjà enseigné à Harvard Business School, il est déjà enseigné à l'INSEAD.
Catalytic management veut dire que le responsable ou la responsable donne à ses collaborateurs des moyens financiers, des moyens humains, des moyens techniques, c'est-à-dire les ressources qui leur permettent de résoudre les problèmes qui se posent à eux à l'endroit où ils sont. C'est-à-dire favoriser par la catalyse l'intelligence collective. Importer dans l'entreprise des outils d'Internet, Facebook, Twitter, permettre aux gens de communiquer sur les intranets. Utiliser la culture numérique des millennials, je l'ai déjà dit tout à l'heure, ils ont une culture numérique qui peut permettre de résoudre des problèmes dans l'entreprise. Promouvoir l'innovation, je vais te montrer un schéma là-dessus à tous les niveaux. Et surtout promouvoir le lien humain, le lien social, au-delà de la technologie numérique. L'innovation traditionnelle, ça va de la découverte à l'invention, c'est-à-dire de la publication au brevet, et du brevet rapprocher des domaines séparés, les faire converger, ce que j'ai fait pendant longtemps dans les recherches biologiques à l'Institut Pasteur, dire toi tu devrais parler à X et tu devrais parler à Z, les faire converger, et de cette convergence va émerger le système innovant. Il n'est pas décrété parce qu'on met de l'argent sur une boîte et on dit là si on met de l'argent là, il va sortir quelque chose de nouveau. Non. Parce que ça enferme l'innovation plutôt que de l'ouvrir. Alors que le système que je propose ici doit conduire à des systèmes innovants et pas seulement à des innovations. Alors comment on va travailler dans l'entreprise de 2030 ? Je vais vous donner quelques exemples. Ici, on va devenir de plus en plus des hommes et des femmes augmentés. Vous l'êtes déjà avec ces outils que vous avez dans votre poche, votre PC. Vous voyez ici des exemples de personnes qui ont des lunettes ou des casques de réalité virtuelle. Je ne vais pas assez sur les détails, qui utilisent de voir un monde que l'on ne peut pas voir avec ses yeux normaux, des outils symbiotiques en connexion personnelle. Mais de plus, maintenant, il y a des logiciels qu'on appelle des algorithmes proactifs qui vont se généraliser dans l'entreprise, comme ils sont déjà, j'en ai testé beaucoup, j'en ai même utilisé, on en utilise certains. Ce sont comme des sortes de majordomes qui vous rappellent des choses à faire, qui tiennent compte de vos emails, tiennent compte de vos rendez-vous précédents, tiennent compte de vos recherches sur Internet, tiennent compte de vos tweets éventuellement, et en fonction de tout ça, fait un espèce de bilan pour vous proposer des actions que vous n'auriez pas pensé, des idées nouvelles que vous devriez développer. De plus en plus, ici, il se travaille. L'intelligence artificielle est déjà à l'œuvre dans l'entreprise. J'ai testé, on a utilisé des systèmes au MIT et dans des entreprises françaises, et moi j'en ai testé à la Cité des sciences et de l'industrie, qui enregistrent tout ce que l'on dit pendant un meeting et qui vous font à la demande le verbatim total dans les 3 heures qui suivent, un résumé de 5 pages, un résumé de 2 pages, un résumé en un paragraphe, de tout ce qui a été dit. Il y a aussi des caméras vidéo qui filment tout ce qu'on dit dans ces débats, et grâce à des moteurs de recherche vidéo, vous êtes capable d'aller rechercher en fonction de quelques mots et de quelques dates, la vidéo du 4 décembre 2014, à laquelle vous aviez annoncé quelque chose d'important et qui a donné pour l'entreprise une ouverture très importante pour ses produits et ses marchés. Donc, cette intelligence artificielle est déjà à l'œuvre, elle va créer des problèmes, parce que cette intelligence artificielle va certainement prendre des jobs, pas seulement des cols bleus, pour fabriquer des voitures ou des ordinateurs, mais des cols blancs, des consultants, des enseignants, des notaires, des juristes, des comptables. Il y a le travail salarié dont j'ai parlé tout à l'heure avec le contrat de travail, et il y a le travail œuvre d'un artiste, le travail du mère de famille à la maison qui s'occupe des enfants. Est-ce qu'elle travaille ? Évidemment oui. Donc il y a tout le travail volontaire, ou le travail que l'on peut faire, et le travail obligatoire, salarié, est puni si on ne fait pas ce qu'on doit faire, qui va créer un problème fondamental dans le monde qui vient. Donc il va falloir apprendre à se débrancher pour penser en profondeur, pour trouver le moment de parler à ses enfants, de parler à ses collaborateurs, d'aller vers eux, de les écouter, comme je le disais tout à l'heure. Traite de ce que l'on appelait jadis le télétravail. Ce mot bizarre, BYOD, ça veut dire en anglais « Bring your own device ». Apportez votre propre foutoir, apportez dans l'entreprise vos propres outils de travail, votre tablette, votre smartphone.
Pourquoi? Parce que l'entreprise s'est bien aperçue que vous continuez à travailler dans un taxi, dans le train, dans le métro, en voyage, le samedi ou le dimanche, avec vos propres outils. Et donc vous gardez sur vos disques et sur vos mémoires des éléments importants pour l'entreprise aussi. Donc la grande question de ce BYOD va être de savoir quand est-ce qu'on s'arrête. Dès que vous rentrez chez vous dans votre entreprise, googlez blockchain. Ça s'écrit comme ça. C'est une révolution plus importante qu'Internet. Ça veut dire que sur Internet, on a la possibilité, grâce à la blockchain, qui sont une série de registres connectés entre eux de manière encryptée, très sécurisée, mais transparent, on peut tout voir ce qu'il y a dedans, mais on ne peut rien changer de la blockchain, permet des transactions financières, des transactions informationnelles, on peut s'acheter et se vendre un terrain sans intermédiaire et sans notaire, on peut se vendre des produits et se faire des transactions financières sans banque, on peut faire de l'éducation ou du consulting et être directement payé par la blockchain, par les gens que l'on consulte ou que l'on éduque. Et même, je vous dirais qu'on peut payer de l'électricité et la vendre à des gens qui vous la vendent ou à qui vous la vendez. Leur désintermédiation est en cours. Comme la désintermédiation des compagnies d'assurance. Pas la disparition, j'ai dit la désintermédiation. Autre mot que vous avez entendu sans doute, je n'ai pas la diapo, mais je vous le dis, c'est le big data. Le big data, c'est tout ce qu'on collecte sur tout ce que vous faites sur Internet en tant que pronétaire. Et je vous ai expliqué que GAFA et Nature revendent cette information à d'autres clients en utilisant la pertinence de ce qu'il y a dans cette information grâce au système expert. Et enfin, le quatrième mot bizarre, que vous entendrez de plus en plus parler maintenant et dans l'entreprise de 2030, c'est la formation continue par les MOOC, M-O-O-C. M-O-O-C, ça veut dire Massive Online Open Course, en français, les cours massifs en ligne gratuits, qui sont en train de se transformer en cours payants, ils sont en train de se transformer en cours permettant une évaluation des gens. Ce que le début des MOOC, il y a 5 ans, ne permettait pas. Maintenant, tous les nouveaux MOOC et les SPOC. Les SPOC, c'est les Specialized Private Open Course. C'est dans les intranets des entreprises. Les entreprises font des SPOC pour permettre la formation sur la communication, l'économie, le management, l'utilisation des nouveaux outils numériques dans l'entreprise. Donc ces outils numériques révolutionnent la vie de l'entreprise d'aujourd'hui et vont la révolutionner encore plus en 2030. Enfin, je ne devrais pas oublier dans mes 3 dernières diapos le développement durable. Le développement durable, rappelez-vous la COP 21, est nécessaire pour les entreprises et pour les villes, c'est-à-dire l'entreprise durable qui fait des économies d'énergie, qui produit moins de CO2, c'est la transmobilité durable, ça touche au transport, le fait de venir à l'entreprise ou de pouvoir repartir de l'entreprise avec des moyens qui ne sont pas toujours le même, mais qui permettent de passer d'un outil de mobilité à un autre. Ça, c'est un élément qui va jouer beaucoup dans l'entreprise de 2030. C'est qu'il y a eu à la mairie de Paris, le 4 décembre, une grande réunion organisée avec 1000 maires des plus grandes villes mondiales, sous l'égide de Mme Hidalgo et de M. Bloomberg, l'ancien maire de New York. Qu'est-ce qu'ils ont dit, ces 1000 maires qui étaient là le 4 décembre à Paris? Ils ont dit certaines de nos villes seront 100% autonomes en énergie grâce au mix intelligent qui combine les ressources alternatives comme le vent et le soleil avec des ressources permanentes comme la biomasse et comme la géothermie. Copenhague se veut en 2030 d'être 100% autonome en énergie, 100%. San Francisco en 2040, Sydney en 2040, 100% autonome en énergie. C'est pour vous dire, Madame la députée maire, à quel point les maires vont être importants comme innovateurs dans ces domaines des villes à énergie renouvelable. Les maires sont plus importants que les industriels. Elles vont entraîner dans leur sillage toute une série de constellations d'entreprises pour aller vers la ville durable, la ville intelligente, l'entreprise durable. Déjà, il existe des bureaux, je cite quand même Bouygues, Vinci et d'autres, qui ont fait des bureaux qui produisent plus d'énergie qu'ils en consomment, et qui dit « je produis plus d'énergie que j'en consomme » veut dire « je peux le partager sur la smart grid ». Si on produit plus d'énergie qu'on en consomme, on peut rentrer dans une forme d'énergie en peer-to-peer, et la blockchain peut permettre de vendre de l'électricité. Donc cette transition énergétique, c'est aussi les transports, les voitures électriques, les voitures à hydrogène, qui vont se développer de plus en plus et intéresser évidemment les entreprises. La voiture sera plus seulement un outil avec son confort et son moteur performant. De plus en plus, la voiture aura un operating system comme nos ordinateurs, un OS. De plus en plus, va être un outil où on va payer un droit d'accès.
et pas seulement un confort et la vitesse. Et d'ailleurs, beaucoup de constructeurs automobiles s'en inquiètent, puisque les grands, les Renault, les Peugeot, mais les Mercedes et les Volkswagen craignent énormément Apple et Google, qui proposent dans la voiture un operating system qui va permettre toute une variété de fonctions de la voiture, y compris dans la ville intelligente, où les impulsions vont être envoyées à la voiture, des impulsions numériques pour leur permettre de s'orienter, de se guider. Donc la transmobilité, l'électrique va jouer un rôle fondamental dans la ville intelligente, et aussi la maison intelligente. Et je ne vous surprendrai peut-être pas si je vous dis que Google vend déjà des maisons, sont dans l'immobilier. Pourquoi ? Parce qu'ils préfèrent la rente à la marge. Tout le business actuel des grandes entreprises que vous représentez peut-être, c'est de faire des marges sur des produits qu'on distribue, des produits physiques que les gens possèdent chez eux, d'une machine à laver à une voiture, des marges. Le business de l'entreprise de 2030 va être aussi la rente, c'est-à-dire d'avoir une rente permanente plutôt qu'une marge ponctuelle sur un produit ou moins cher, mais ils vous vendent l'abonnement, le home cloud qui va dans la maison. Comme je vous l'ai dit au début, nous changeons de monde. Nous rentrons dans un univers symbiotique. Vous avez eu l'amabilité de citer mon livre de 1995, dans lequel je prédisais tout ça. C'est un changement qui implique nos attitudes dans l'entreprise, dans nos familles, dans notre vie personnelle. C'est une application qui nécessite des nouvelles valeurs, sans lesquelles nous ne pourrons pas construire ensemble ce monde de demain. Il n'y a pas que le numérique, il y a le partage de l'information, la solidarité et la générosité, l'empathie et l'altruisme, le respect des diversités, le respect des autres, l'éthique et l'entrepreneuriat. Et en terminant, la phrase que je voudrais que vous regardiez dans l'esprit, c'est celle que je dis souvent aux jeunes qui viennent nous voir à la Cité des Sciences et de l'Industrie. Il faut comprendre, vouloir, aimer et construire le futur. Le comprendre parce qu'il est complexe. Je vous ai parlé de biologie, je vous ai parlé de numérique, je vous ai parlé d'écologie. Il faut le vouloir, parce que si on ne veut pas ce futur, il nous tombe sur la tête. On le subit plus que si on le veut. Il faut l'aimer. Aimer le futur malgré tous les drames, les catastrophes, les horreurs que l'on lit toute la journée dans la presse, et je pourrais expliquer dans la table ronde, si vous le souhaitez, pourquoi nous préférons les mauvaises nouvelles aux bonnes nouvelles. Et si en plus de ça, vouloir le futur, l'aimer, aimer les gens qui font le futur avec vous, parce que la plus belle chose qu'on puisse faire ensemble, c'est construire ensemble le futur plutôt que le subir. Je vous remercie.